bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 363e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir François Valéjot pour son roman Cet étrange dérangement aux éditions Viviane Ami, qui était publié le 16 janvier dernier. Alors, je vais commencer déjà, François, pour vous poser cette question. C'est votre 16e roman. Comment on arrive à se renouveler finalement autant après toutes ces histoires, tous ces personnages qui sont ancrés en vous? Je suis toujours impressionné par la diversité de vos romans, la diversité de vos univers. Même si certaines thématiques peuvent se rejoindre, vous arrivez toujours à recréer un univers particulier et celui-là, il est encore plus singulier dans cet étrange dérangement. J'aimerais vraiment savoir comment vous arrivez à vous renouveler d'année en année, même si vos romans ne sont pas publiés tous les ans, mais de manière plutôt régulière, tous les 2 3 ans. Comment vous arrivez à cet exploit-là? On ne sait pas si c'est un exploit, c'est tout simplement que euh, pour moi, écrire, c'est à chaque fois ouvrir une voie nouvelle, chercher une voie nouvelle. Donc, je ne suis pas un de ces auteurs qui sont par ailleurs très estimables et formidables parfois, qui sont dans une thématique unique toute leur vie. Il y en a que j'admire beaucoup. Marie-Hélène Lafon, par exemple, euh, travaille sur son Cantal et ses personnages. Enfin, il y a, même avec des variantes, bien entendu, mais elle a cette obsession obligatoire pour elle. Donc, moi, c'est pas du tout ça. C'est partir dans toutes les directions possibles et essayer malgré tout, de finir par construire quelque chose de cohérent. Mais je dois dire que personnellement, je m'ennuierais à être toujours fixé sur un thème unique. Donc, une invention se présente, il faut aller jusqu'au bout de cette invention. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet de cette invention, de cet étrange dérangement. Très difficile à dire d'ailleurs dans une phrase à chaque fois ce titre-là, tellement il est perturbant aussi au niveau Oui. de la langue française. Comment justement a débuté cette aventure de Blaise et Iris? Pour moi, c'est d'abord, c'est ce qui fait la variété peut-être de mes livres, c'est que je, en réalité, je ne pars jamais d'une idée, mais je pars toujours de d'images. D'images qui circulent entre elles, qui s'associent, qui se mettent en place parfois malgré moi. Et donc, c'est cet agencement d'images qui devient le véritable moteur du récit. Alors donc ici, c'est plusieurs images successives qui se sont associées, c'est-à-dire que la première image, c'est celle du début. Là, c'est qui peut paraître extravagant, une femme nue sur un toit rue Soufflot et qui marche sur le toit et qui menace de tomber ou de sauter, on ne sait pas. Et ça, c'est une expérience vécue, si je puis dire, comme Bado. J'ai assisté à cette scène il y a de nombreuses années et elle m'était restée comme une singularité ou une énigme aussi. Qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était sur ce toit? Qu'est-ce qui faisait que justement elle refusait les secours qui se présentaient? Donc pour moi, c'était ça l'image matrice, si on peut dire, qui a lancé le livre. Et puis, évidemment, ça ne suffisait pas tout seul. Et une autre image est associée de personnages de ma propre famille, de deux sœurs qui ont vécu, qui étaient des tantes à moi, et qui étaient deux femmes qui vivaient ensemble toute leur vie jusqu'à leur mort. Dans une forme de solitude et qui ont développé parfois des sortes de ce de ce que j'ai appelé dans le livre aussi, mais de ce qu'on a appelé traditionnellement la folie à deux, c'est-à-dire où elles se construisaient des obsessions, donc des points de détail sur lesquels elles s'obsédaient pendant longtemps. Quand on en discutait, elles revenaient en arrière, elles acceptaient les critiques, elles acceptaient de dire qu'elles avaient tort, mais
si on les laissait 15 jours tranquilles, elles revenaient, elles avaient tout reconstruit, tout réorganisé autrement pour devenir cette fois plus convaincant. Donc cette image de cette folie à deux là m'avait troublé toujours et c'était des personnes que j'aimais beaucoup et qui en même temps étaient avaient cette sorte de délire là, ce petit dérangement. Et donc voilà, ça fait partie des images. Il y en a d'autres qui sont venus se greffer encore et qui ont fini par construire cette rencontre entre deux personnages qui, par le fait qu'ils se retrouvent ensemble, parfois se dérangent ou deviennent dérangés. Alors c'est intéressant, je ne savais pas que vous aviez assisté à ce genre de scène. Quand vous avez assisté à ce genre de scène, justement, puisque c'est le cas de Blaise, on parlera tout à l'heure de Blaise Astor, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez réagi à cette scène? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement lorsque vous avez vu cette femme sur un toit? Je ne sais pas si elle était nue ou pas comme dans le livre, mais en tout Oui, cas, oui, oui. elle était nue. Alors justement, comment C'était vous avez exact. réagi? Parce que Blaise se pose beaucoup de questions sur sa Oui, manière c'est de vrai. réagir. Alors, comme le temps a passé, j'ai sans doute prêté davantage à Blaise de questions que je ne m'en suis posé moi-même à l'époque, parce que à l'époque, moi, j'étais arrivé plutôt dans la situation du témoin ultérieur, c'est-à-dire que j'avais été attiré par les pompiers qui étaient là, à grande échelle, qui secouraient, et puis cette femme qui se débattait quand même, qui refusait d'être secourue dans des conditions qu'on aurait pu attendre. Et puis donc, à l'époque, je n'avais pas eu forcément les mêmes réflexions. Alors comme c'est déjà il y a assez longtemps, il y a aussi des réflexions qu'on ne se ferait peut-être plus aujourd'hui ou qu'on ferait autrement face à une situation de ce genre. D'ailleurs, j'en ai replacé dans l'esprit de Blaise, parce qu'il s'interroge justement, et la nudité d'une personne comme ça sur un toit, il se dit que finalement il s'y intéresse parfois d'une manière qui est peut-être pas tout à fait honnête, qui a quelque chose d'un petit peu louche, et sauf que peut-être à l'époque où je l'ai vu, moi, il n'y avait pas ce genre d'interrogation, ça ne paraissait pas forcément si louche, alors qu'aujourd'hui, une réaction euh, obscure ou ambivalente que le personnage a lui-même, bah, le dérange, il s'en accuse, il se le reproche, et donc il y a aussi le poids du temps qui est venu aussi, qui nous a changé, qui a changé les regards. Et donc, voilà, Blaise Astor se fait un peu l'écho à la fois peut-être de mon regard d'une époque, mais du regard d'aujourd'hui aussi qui est nouveau. Alors, ce qui est nouveau également, c'est de mettre en avant des personnages qui sont chauffeurs de VTC. Alors, Blaise Astor, c'est un chauffeur de VTC. On n'a pas raconté la genèse, mais il a une activité qui est plutôt bâtarde. Il a une voiture plutôt cabossée. Il est rarement appelé pour des courses. C'est un VTC en souffrance, là Oui. aussi. Il est appelé pour une course. Lorsqu'il arrive sur place, il n'y a personne au rendez-vous. En sortant du véhicule, il tombe sur cette scène donc étrange que vous avez évoquée, cette femme sur le toit d'un immeuble qui est donc nue, qui déambule seule. On s'interroge évidemment sur cette issue-là. Euh, et puis ses yeux, les yeux de Blaise, vont ne plus quitter finalement cette figure, Oui. ce visage d'Iris. Il a même l'impression que d'en bas de cet immeuble, une connexion se crée entre eux. D'où vous est venue cette idée véritablement de créer des personnages qui sont plutôt communs aujourd'hui, qui ne sont pas exceptionnels au sens strict du terme, mais qui, à travers leur parcours, le deviennent. Oui, ça c'est peut-être un point commun qu'on retrouverait dans plusieurs de mes livres qui partent toujours de personnages euh, ordinaires, des gens qui n'ont rien d'exceptionnel, et en particulier ceux-là sont un petit peu délaissés pour compte dans la société, dans leur propre famille, et donc leur banalité ne va pas les empêcher. C'est peut-être ce que je cherche dans la banalité de chacun, c'est-à-dire en regardant longtemps quelqu'un de banal, comme Flaubert regardait longtemps quelque chose pour en tirer un récit. Mais c'est un petit peu aussi ma démarche, c'est-à-dire regarder longtemps quelqu'un de banal, c'est faire ressortir sa singularité et justement ce qu'il a de moins banal et ce qu'il a d'exceptionnel. Et c'est ce qui devient pour moi l'enjeu romanesque.
D'un côté, on a donc ce chauffeur de VTC, Blaise Astor. De l'autre côté, on a donc Iris, cette chanteuse lyrique un peu ratée, elle aussi. Justement, cette cohésion cette rencontre finalement entre ces deux personnages, qui est un petit peu évoquée comme l'histoire de Roméo et Juliette à travers ce balcon dans le livre. Vous, en tout cas, vous en faites une petite référence. Euh, Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le fait d'avoir cette strate finalement de hauteur? Une rencontre à la verticale, surprenante. Justement, à la base, dans votre histoire, il n'y avait pas de rencontre verticale. Comment vous avez eu cette idée-là de créer ce lien entre ces deux personnages? Oui, alors ce lien, il est important, justement, le fait qu'il soit vertical, que ce soit elle qui soit au-dessus de lui. Ce système sera renversé d'ailleurs à un moment du livre où ce sera lui qui sera au-dessus d'elle. Et donc, la, bah, là, il y avait cette dimension effectivement improbable de la rencontre et de l'approche. Comment approcher quelqu'un qui est dans cette situation? Justement, bon, au départ, il ne s'agit pas de l'approcher, mais ce qui va aussi, ce qui m'intéressait dans la suite du récit, c'était le fait que ce qui les rapproche, c'est aussi les autres, c'est-à-dire parce que tant qu'il est seul, à se croire seul au moins avec elle et à échanger ce qu'il croit être un regard, et avec ses premières questions, il y a aussi le moment où des badauds justement se présentent. Les badauds prennent leur place autour et jouent leur rôle de badauds. Et ce qui est singulier, évidemment, c'est que, et en même temps très banal, c'est que les badauds d'aujourd'hui sortent tous leur téléphone portable, leur smartphone pour filmer la scène parce ils trouvent que c'est à la fois angoissant et inquiétant de voir quelqu'un qui risque de tomber à toute seconde, mais en même temps, on est des témoins, on est des sortes d'enquêteurs, on est là pour saisir quelque chose qui va peut-être finir en catastrophe. Et une catastrophe, on veut être là les premiers pour la saisir. Et donc, ce qui va rapprocher justement Blaise et Iris, c'est le fait que tous ces spectateurs avec leur téléphone portable sont justement des spectateurs. Et lui qui a oublié son téléphone dans sa voiture n'a pas ce réflexe-là et il devient, aux yeux d'Iris là-haut, le seul à ne pas essayer de capter son image, de lui voler son image, d'essayer justement d'avoir ce regard banal, ce regard commun de tout le monde aujourd'hui. Donc il sort du lot, il sort du groupe et c'est ce qui permet justement leur rencontre ultérieure. Et à ce propos, je vous cite un passage du livre par rapport à cette scène-là qui est en effet plutôt terrible sur notre époque. Je vous cite. Pour elle, le spectacle, c'était ceux d'en bas. Ils ne se voyaient pas, tous le bras levé pour se rapprocher du sommet, la main tendue comme pour un salut. Comment dire? Un salut romain? Pire que ça, le salut nazi. Elle ne faisait pas dans le détail, une bande de nazis, c'est ce qui l'avait révolté. Et, au milieu, Blaise Astor, le seul à sortir du moule des vidéastes nazis, impatient de la voir se fracasser sur le bitume, sans en perdre une miette. Ça nous rappelle potentiellement une dernière affaire d'Elon Musk. Oui, Bon, exactement, oui, oui. Je ne pensais pas avoir anticipé cette affaire, mais c'est vrai que j'y ai pensé récemment aussi en voyant ce geste. Je me suis dit, tiens, oui, c'est ce que j'avais signalé avec tous ces téléphones, la main levée pour la plupart des gens. Et donc, le regard que Iris en a, c'est ça, c'est celui d'une espèce de bande de nazis qui la poursuivent et qui essaie de lui voler son image. et justement, cette apparence récente ou presque des réseaux sociaux, ça a donné aussi aux écrivains un vecteur supplémentaire pour écrire la face du monde, pour décrire aussi une certaine inhumanité ou en tout cas quelque chose de déviant. Est-ce que ça vous a permis, vous avez commencé à écrire déjà en 1998, je crois, Oui, premier oui, roman. oui, c'est vrai, oui, oui. Et est-ce que ça a évolué justement, l'évolution de la technologie? Est-ce que ça vous a donné plusieurs armes aussi différentes pour parler des hommes?
Et ça, je ne me rends pas compte, mais c'est vrai que les livres suivent, sans s'en rendre compte, les moments d'histoire. Il m'arrive parfois de reprendre des livres anciens que j'ai écrits quand on me demande d'en parler, et je me dis, tiens, mais ça, c'est un détail qui date déjà, il a 20 ans, il a 15 ans, mais ce n'est plus tout à fait ce qu'on pourrait dire, parce que la technologie a changé certaines choses. Si on a utilisé un ordinateur d'il y a 20 ans, c'est pas tout à fait la même chose dans un livre. Bon, donc, on est dépendant d'une certaine manière de la technologie aussi dans les livres. On ne croit pas en parler, ce n'est pas un sujet qu'on considère comme étant essentiel parce que l'outil n'est qu'un instrument, évidemment, mais on s'aperçoit qu'on est imprégné de ça et que tous nos livres sont vraiment inscrits, même malgré eux, dans l'instant présent, et sont dépassés, deviennent vite des livres d'histoire. Le cinéma nous donne parfois un peu la même impression quand on voit des films qui sont pas si anciens, avec une sophistication technologique qui paraît impressionnante sur le moment, et quand on les revoit 10 ans après, ils ont un côté tout à fait archaïque, qui est assez amusant à constater. Donc voilà, les livres, les films suivent le monde sans vraiment s'en rendre compte. Et puis, ensemble, une fois qu'ils se sont retrouvés, alors on va pas déflorer évidemment le livre, mais quand même, on va quand même parler de leur road trip en Normandie. Ils se lancent sur les routes normandes, ils vivent de l'arsen, ils squattent une propriété en ruine, en bord de Manche. Ce road trip-là, ça vous tenait à cœur? J'ai vu souvent des articles parlant de Bonnie and Clyde. Il y avait, en effet, il y a une ressemblance, en tout cas dans ce road trip-là. Oui. Justement, cette aventure, cette découverte, cette aventure finalement très rapide, il se découvre très rapidement et en même temps, il décide de partir à l'aventure. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez une sorte d'envie cachée? Est-ce que c'est un fantasme aussi pour vous potentiellement d'avoir cette rencontre extrêmement romantique à la fois et à la fois extrêmement dangereuse? Oui, alors il se trouve que l'accélération des rapports vient aussi de la période dans le temps, c'est-à-dire qu'une fois de plus, là, on est inscrit dans le temps présent, et il s'agit de la période qui suit les confinements, et qui sont devenus aussi une matière romanesque assez utilisée, s'il me semble. Et même si le but n'est pas de parler de cette période comme telle, mais le fait que ce dérangement apparaisse au moment du grand dérangement qu'a été le Covid ou les confinements, a fait que, évidemment, il y a une espèce d'accélération possible. Et cette image de la fuite est aussi liée à cette période, c'est-à-dire le fait de vouloir sortir de son quotidien, de l'étroitesse de sa vie, de l'enfermement qui a été connu à ce moment-là. Donc c'est une sorte d'enfermement il s'inscrit tellement fort dans les personnages qu'ils veulent à la fois en sortir, mais en le recréant d'une certaine manière. C'est ça tout l'enjeu de l'histoire, c'est que ils veulent fuir la masse qui les entoure. Ils ont une sorte justement de haine de tous ces vidéastes qui les poursuivent. Et donc s'enfuir, ça veut dire partir sur la route pour eux, mais en même temps, c'est s'enfermer sur eux-mêmes, c'est-à-dire former une espèce de noyau, puisqu'ils se sont reconnus comme des gens qui avaient ce point commun de ne pas être euh, acceptés de manière facile dans leur famille ou dans leur milieu social. Ils ont ce nouvel enfermement, c'est-à-dire fuir un enfermement pour créer un autre enfermement qui soit un enfermement choisi, leur enfermement à eux. Et donc cet enfermement, alors, il passe aussi par une forme de liberté, par une forme d'errance. C'est l'errance vers la Normandie, là aussi, d'ailleurs, j'ai utilisé une image tout à fait réaliste et réelle
d'une situation que j'ai aussi connue, c'est-à-dire d'une d'une sorte de belle maison, mais en ruine, qui symbolise aussi leur état social. Ils sont issus de milieux qui sont pas forcément misérables, mais qui sont qui sont incarnés dans une sorte de ruine. Et donc cette maison en ruine, qu'ils se mettent à occuper et qu'ils défendent un peu comme leur territoire. Moi, c'est une situation que j'ai justement connue. C'est la troisième image qui m'a aidé à construire ce livre, c'est-à-dire là une fois de plus j'étais le badaud, celui qui a trouvé étonnant une maison si impressionnante de taille et de luxe ancien, mais complètement ruinée, sur une plage normande, au bout d'une valleuse, d'un de ces chemins. J'ai voulu la photographier et j'avais à peine commencé à faire des photos que un type est sorti de la maison en se disant le propriétaire et en m'accusant de lui d'être là pour l'expulser, enfin il était prêt à me casser la figure. J'ai été obligé de négocier, etc. Donc c'est une scène qui correspondait aussi bien à l'esprit de ce que je voulais faire. Et donc c'est la troisième image créatrice matricielle, si on peut dire, de ce livre. Et puis on a vraiment l'impression, comme vous le disiez aussi, c'est que leur existence semble leur échapper. On a l'impression que c'est carrément un roman sur l'éloge de l'errance. Est-ce que c'est aussi ce que vous ressentez aujourd'hui? On sait que les conflits se multiplient, on sait que la vie est de plus en plus difficile mentalement, en tout cas, la Oui, charge c'est mentale vrai. augmente pour tout le monde. Est-ce que c'est aussi un roman pour crier, entre guillemets, l'errance et d'aller davantage vers l'autre? Oui, ça, je crois que c'est quelque chose que je ressentais aussi comme alors aller. Il se trouve que les personnages, c'est pas tellement aller vers l'autre, que ça, ils vont, enfin, ils vont l'un vers l'autre, c'est-à-dire tous les deux, mais c'est aussi sortir du monde tel qu'il est. C'est peut-être ça. Donc c'est aller vers l'autre à condition de quitter les autres. Donc c'est leur ambiguïté probablement. Mais c'est vrai que ça, c'était une dimension importante pour moi, justement aussi la recherche d'une singularité contre la banalité moyenne, contre celui de ce que j'ai appelé dans le livre à un certain moment la horde. Euh, euh, donc, alors là, c'est peut-être c'est vrai qu'il y a eu un article sur le livre qui disait que j'avais écrit ça par haine de la meute. Alors, la phrase m'a un peu surpris dans un premier temps. Et ma fille qui avait lu cet article m'a dit, tiens, mais ça te correspond assez bien, tout ça. C'est tel qu'on te connaît. Alors, je me suis dit, tiens, à ce point, je ne m'étais pas imaginé à ce point haïssant la meute. Bon, peut-être que le mot est fort, tenter d'y échapper, oui, ça sans doute, c'est vrai. On pourrait dire que c'est peut-être un amour de la marginalité, pour éviter de parler Oui. de haine, mais en tout cas, Voilà, exactement, oui. voilà. Justement, en parlant de marginalité, on peut parler aussi de l'exhibitionnisme. Vous le mettez en avant, c'est rare dans un Oui, roman, finalement. Là aussi, c'est une question à la marge, comme pour dire au monde, liberté totale. oui, il y a une aspiration à la liberté. C'est vrai qu'il y a un passage dans le musée, à la conciergerie, où ils vont faire une visite à un moment au début de leur errance, non pas en Normandie, mais dans Paris, où ils se retrouvent dans la position des exhibitionnistes et ils le défendent. Et c'est un fait que eux le voient comme une forme de liberté et de sincérité, et pas du tout comme une provocation gratuite ou quelque chose qui soit contre la loi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours le sentiment de la loi et de la règle. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui leur échappe et qu'ils ont envie de bafouer un peu pour le plaisir de se sentir libre. Et puis, il y a ce titre,
cet étrange dérangement qui pourrait avoir finalement beaucoup de définitions. J'aimerais vraiment savoir comment vous avez conçu ce titre parce que ça apparaît dès la première page. On est directement dans le vif du Oui. sujet. Je ne sais pas si ça a été fait en amont, avant le titre en tout cas, ou pas. Mais ce mot dérangement, qu'est-ce que vous y mettez derrière? Il y a beaucoup de notions dans ce livre-là qu'on pourrait définir. Mais dans votre esprit d'auteur, François Valéjot, qu'est-ce que vous y mettez? Alors, cet étrange dérangement, il y avait pour moi d'abord les sonorités, c'est vrai. Dans étrange et dérangement, on a, on a une reprise, on a tout cet enchaînement de syllabes qui se répètent et j'avais besoin de cet écho-là. Et puis, évidemment, le mot dérangement, il est dans tous les sens imaginable, c'est-à-dire que c'est à la fois le dérangement de la folie, c'est-à-dire quelqu'un qui est dérangé, mais c'est aussi le dérangement du monde, c'est-à-dire le fait que les situations que nous avons à connaître nous paraissent parfois bouleversées, où le monde nous paraît ne pas aller droit. Donc, c'était évidemment dès le départ ce double sens du dérangement qui m'apportait et qui s'est imposé très vite. Donc, et, et c'est vrai que le début a été réécrit à partir du titre que j'avais fini par trouver. Et donc, je l'ai placé dès le départ. Ensuite, et voilà, où on demande justement en quel sens déranger. Et la seule réponse, c'est bah, déranger, déranger. Voilà, donc, et débrouillez-vous avec ça. Voilà. C'est- mais le double sens est là, bien entendu. Est-ce que pour vous, la littérature doit déranger aussi? Est-ce que vous vous posez la question du dérangement de la littérature? Est-ce qu'elle doit faire bouger les lignes ou au contraire ne rester que des histoires finalement? Oui, moi je pense que effectivement, même si le pouvoir de la littérature n'est peut-être plus ce qu'il a peut-être parfois été, ou ce qu'on imagine qu'il a été, et qu'il n'a peut-être pas été non plus, c'est-à-dire que il a peut-être pas un grand pouvoir sur le monde, mais que qu'un livre soit dérangeant, ça c'est quelque chose qui me semble toujours important, que ça soit confortable tout le temps, ça m'ennuie un peu. Et à d'autres moments, je m'étais dit, euh, un livre, c'est aussi quelque chose qui doit vous rendre malade, mais parfois dans le bon sens du terme, se rendre malade de quelque chose, c'est-à-dire c'est lui attacher beaucoup d'importance. Donc, euh, peut-être que l'importance que j'ai attachée depuis toujours à la littérature, c'est ce qui fait justement que je lui suppose, je lui espère un pouvoir qu'elle n'a peut-être pas, et c'est ça qui peut faire partie aussi de ce qui nous rend malade aujourd'hui, et c'est de ne plus sentir que la littérature est autant de force qu'elle en a pu en avoir ou qu'on espère qu'elle en a eu. Voilà, c'est peut-être ça, cette espèce euh, de chute possible qui nous menace. Et puis dans ce dérangement, il y a aussi parfois le style François Valéjot, parce que dans ce texte-là, votre style est totalement mouvant, est totalement à un rythme assez incroyable. Il y a une densité d'images, d'impact, de choses qu'on voit finalement défiler à une vitesse grand V. On a l'impression que c'est véritablement un tourbillon au sein même du temps. Comment vous avez travaillé ce livre-là, qui est, à mon sens, plus singulier que vos livres précédents dans la manière d'évoquer une situation, un phénomène, une relation? Euh, Est-ce qu'il y a eu un travail particulier sur la langue pour celui-ci, pour cet étrange dérangement ou pas? Alors, c'est un travail que je fais de livre en livre. C'est vrai que j'essaie toujours de mettre en rapport avec le thème
principal qui se met en place. Mais en même temps, c'est une façon d'écrire que j'ai de livre en livre, je pense, même si je ne le fais pas de manière répétitive et que j'essaie de lui donner à chaque fois quelque chose de nouveau. Bon, là, il se trouve que c'est vrai que j'aime bien ce que vous dites sur à la fois la rapidité du style et son côté flottant, c'est-à-dire tout le travail sur les bifurcations, les reprises, les arrêts, les coupures, une espèce de style mouvant. Ça, c'est quelque chose à quoi je tiens, que j'ai toujours travaillé, que peut-être que c'est une sorte de perfectionnement de l'écriture que j'essaie d'obtenir de livre en livre, parce que au fond, je crois que je cherche une voie qui serait un accomplissement complet de ce que j'ai envie d'y mettre, et en réalité, je n'y arrive jamais. En tout cas, je ne vais peut-être jamais jusqu'au bout de ce que je voudrais atteindre. Peut-être que je m'en rapproche de livre en livre, et donc c'est vrai que là, il y a toute une dimension pour moi, une narration, elle est euh, une sorte de voix multiple, un ensemble de voix qui se traversent l'une l'autre. C'est ça qui fait peut-être le côté un peu tremblé de ce style, le côté mouvant, parce que c'est à la fois la voix du narrateur, mais sans cesse, cette voix du narrateur peut être imprégnée par la voix d'un personnage. Euh, et, et donc, il se trouve que, par exemple, il y a un petit défi dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Euh, Alors qu'en réalité, les personnages n'arrêtent pas de parler entre eux, ou de se parler, ou de parler entre eux. Et donc, en réalité, le dialogue est presque le plus présent. Indirect. Il est totalement indirect, c'est vrai. Et donc, il n'y a aucune trace de dialogue classique, c'est vrai. Et pourtant, tout le monde parle tout le temps. Et donc, c'est cette incertitude de la voix. Mais ça, j'y travaille depuis longtemps. Mais ça prend des formes à chaque fois différentes. Et bon, là je suis arrivé justement à ce point où j'avais réussi à ne faire que de la narration sans aucun dialogue, tout en ayant l'impression de ne donner que un échange de paroles entre différents personnages en permanence. Et j'allais y venir, en effet, cette absence de dialogue, parce qu'elle est frappante. On le réclame parfois et en même temps, au contraire, on a l'impression que ça donne un sel différent au texte, à la narration, parce que vous alternez les points de vue de Blaise et Iris Oui, sur plusieurs chapitres. C'est rarement en alternance directe. oui, Euh, oui, c'est vrai. c'est souvent sur deux ou trois, voire quatre chapitres. Ce choix-là, il est intéressant aussi avec l'absence de dialogue, vous faites des choix forts en tant que narrateur, en tant qu'auteur. Justement, vous vouliez aussi donner la parole finalement à ces deux personnages de manière plutôt équitable, et notamment à travers les portraits des familles qui sont présentes. Oui. Deux familles sont extrêmement présentes. Oui, ça, c'est vrai parce que là, j'apprécie aussi que vous pensiez qu'ils soient équivalents. C'est vrai que ces deux personnages, ils sont pour moi exactement sur un plan d'égalité. C'est peut-être ça qui est important parce que précisément leur famille leur reproche ou reproche à l'autre, si on peut dire, à celui qui n'est pas de leur famille, d'être le voleur du frère ou de la sœur, et d'être celui qui domine, celui qui écrase, celui qui devient le, le méchant, si on peut dire, qui maltraite l'autre ou qui l'écrase, qui est là pour... enfin, donc là, on est dans des thèmes aussi assez communs aujourd'hui, assez courants, mais ce qui me semblait intéressant, c'était de montrer que cette situation n'était pas justement celle d'une emprise de l'un sur l'autre, mais peut-être d'une emprise mutuelle et qui fonctionnait de manière égale, de plus en plus égale. Alors, parfois, il y a des moments peut-être où cette égalité-là est remise en cause et où l'un
pourrait devenir un peu celui qui maltraite. Mais ils se reconnaissent à ce moment-là capables de se maltraiter l'un à l'autre, à égalité aussi. Et donc, alors ça c'était peut-être plus provoquant de ma part aussi, et sortir peut-être du discours général, c'est dans la mesure où deux personnes se dominent mutuellement ou ne se dominent pas mutuellement. Justement, c'est peut-être une singularité qu'on a plus de mal à reconnaître aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a forcément envie de voir qu'il y a quelqu'un qui écrase l'autre. Et là, c'était aussi alors peut-être le romantisme des personnages plus cibles, c'était le fait que justement eux ont à cœur de ne pas se dominer, ou en tout cas de ne pas dominer l'autre, et c'est seulement les familles qui essaient de les mettre sur ce plan-là, et c'est justement contre cela qu'ils se révoltent aussi, en se révoltant contre leur propre famille. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, François, que vous avez préparé pour nous. Voilà, la photo de groupe. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. C'est à vous, François, pour le premier extrait. Alors, justement, on parlait d'exhibitionnisme tout à l'heure. Ben, j'avais pensé à ce passage dans, dans, dans à la conciergerie, donc, quand ils sont obligés ils n'ont pas encore eu de relation, ils sont entre eux, ils se sont même euh, euh, interdits pendant un certain temps d'avoir une relation entre eux en se disant que en gros, c'était ringard, ça valait pas la peine de vivre comme ça. Et malgré tout, ils se retrouvent à vivre dans une voiture, et donc ils se rapprochent malgré eux. Comme l'activité de chauffeur de VTC restait poussive et que la réouverture des lieux publics était amorcée, Iris et Blaise se sont laissés tenter pour se divertir par le premier monument qui s'est présenté à eux le long du parcours qu'ils improvisaient chaque jour dans l'attente d'un client. La Sainte-Chapelle, accolée à la conciergerie, sur l'île de la Cité, billets combinés. Tentant. Ils se sont mêlés aux premiers visiteurs, amusés de constater qu'ils ne trouvaient rien de mieux à faire au sortir d'un confinement que de se précipiter dans les cellules morcelées de la conciergerie. L'instinct grégaire jouait à l'approche de la cellule de la reine Marie-Antoinette. L'agglutinement provoquait l'angoisse des visiteurs et des gardiens. L'émotion à la pensée du malheur d'une célébrité était parasitée par les ordres de dispersion réguliers. Iris et Blaise ont préféré se mettre à l'écart, dans une cellule anonyme, la moins spacieuse. Ça leur est venu tout seul. L'atmosphère, la proximité, la demi-obscurité, ils se sont accrochés l'un à l'autre. Ce qu'ils se refusaient ces derniers jours s'imposait à eux. Iris, la première, enfouissait ses bras sous la veste de Blaise, voulait l'en débarrasser vite. Ce serait mal vu? Pas grave. Ils étaient tout seuls, là. S'aimer dans une vieille prison, c'était excitant. Elles se dégageaient les seins, ils allaient s'étouffer mutuellement, se frotter, frénétiques. Un visiteur a passé la tête, poussé un cri, reculé, fait une nouvelle apparition, accompagné d'un groupe indigné. Blaise et Iris ont été pris à partie. Leur ombre, amplifiée par un éclairage oblique, avait attiré l'attention de quelques-uns. On avait soupçonné une bagarre. À présent, on était certain d'être témoin d'une agression sexuelle en public. Ils se sont défendus, ils consentaient, et avec plaisir. Les spectateurs ne les dérangeaient pas, s'ils gardaient leur jugement pour eux. Voilà. Merci, François. Justement, par rapport à cette relation entre ces deux êtres, comment vous la qualifiez, cette relation? Elle est vraiment singulière. J'avais rarement vu une histoire, je ne sais pas si on peut appeler ça une histoire d'amour. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous Oui, mettiez des mots finalement sur cette relation-là, parce qu'elle est vraiment à part, elle est vraiment marginale, elle allie aussi le syndrome du sauveur finalement, au départ en tout cas. oui, Il y a ce syndrome d'être entre guillemets, en tout cas Iris, euh, sans ce syndrome-là, sans avoir été sauvée, entre guillemets, par oui. Blaise, puisqu'elle n'est pas sauvée véritablement par Blaise, mais dans sa tête, elle l'est un petit peu. Oui, alors où elle lui reproche, elle lui dit qu'à ce moment il se prendrait facilement pour le sauveur qu'il n'est pas. Donc, mais c'est vrai que bon, la relation, elle est justement
je ne sais pas s'il y a des mots pour la définir, c'est ça qui m'a intéressé aussi, parce que c'est vrai que euh, ça commence plutôt de manière fraternelle, puisque ils se disent que la sexualité n'a pas sa place entre eux, jusqu'à ce qu'elle vienne. Bon, et donc ils ont tout une relation qui, malgré tout, devient fusionnelle. Et puisque à force d'être ensemble, à force de s'isoler ensemble, ils ont la voix qui change, c'est-à-dire que une sorte de mimétisme de la voix s'installe et ils ne parlent plus que d'une seule voix. Donc il y a une espèce euh, d'unité qui se fait, une sorte d'homme-femme ou de femme-homme qui s'installe entre eux. Bon, là aussi peut-être un thème qui traverse notre époque. Et donc, c'est cette image-là. Alors, donc, en réalité, je suis le premier embarrassé pour définir cette relation-là, parce que justement, elle a à la fois sa liberté, et puis son mouvement qui est une sorte, pour moi aussi, d'errance à l'intérieur de la relation que je ne maîtrise pas complètement et que j'ai laissé se développer et alors qui parfois devient aussi l'image de la folie et de la folie à deux, puisque c'est le discours justement des familles et d'une sœur en particulier qui essaie de se dire ces gens-là ne feraient pas ce qu'ils font s'ils étaient tout seuls, c'est-à-dire que comme quand on comprend qu'ils commencent à commettre des hold-up ou des larcins plus ou moins importants et de plus en plus graves d'ailleurs. Donc il y a cette image que, pour eux qui connaissent leurs frères et leurs sœurs, ils ne les voient pas du tout comme des gens capables de faire ça. Et donc s'ils sont capables de le faire, c'est seulement à cause de l'autre. Et donc et c'est cette espèce d'image de la folie à deux qui m'a semblé importante justement à ce moment-là, qui est peut-être le fond de leur relation. Et vous écrivez même, en tout cas, elle écrit, Iris, son visage l'obsédait, la confiance qu'elle avait mise en lui quelques instants, dans son désarroi, un lien secret, cela avait un prix. Depuis, elle était comme dépositaire de son identité, ce qui lui donnait une valeur supplémentaire. Cette dépossession, ce côté dépositaire de l'identité, c'est quelque chose aussi qui est très important. On a véritablement l'impression on va pas dire qu'elle lui confie sa vie, mais en tout cas qu'elle lui confie une part d'elle. Oui, c'est vrai. On ne saura jamais pourquoi au départ elle était montée sur ce toit, puisqu'il y a plusieurs hypothèses selon lesquelles ça pouvait être elle qui voulait en finir, mais que ça pouvait être aussi un autre homme qui était derrière et que certains ont cru retrouver derrière une fenêtre grâce au vidéaste. Et donc, dans ce cas, elle serait la victime. Et c'est justement une victime qui se retrouve avec quelqu'un d'autre qui lui permet d'espérer peut-être un salut, ça c'est vrai. Ils cherchent le salut l'un par l'autre, c'est vrai. Et, et là, cette attente qu'il y a, elle est peut-être démesurée par rapport à ce qu'ils sont capables de donner en réalité. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils finissent par comprendre euh, plutôt vers la fin. Et puis en même temps, il y a finalement, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de dialogue, et en même temps, les personnages parlaient beaucoup, mais à côté de ça, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits. Vous arrivez à vous véritablement distiller dans l'histoire sans trop en dire parfois. C'est quand même fascinant de voir que avec de simples mots, vous arrivez à nous faire imaginer des choses qui n'existeront sûrement pas. Oui, C'est quelque chose avec lequel vous jouez un peu aussi. Vous jouez un peu avec le lecteur finalement en nous mettant sur des fausses pistes ou en tout cas en nous laissant croire avec juste un mot peut-être de trop qu'on va aller dans une certaine direction. oui, oui, mais ça, euh, oui, il y a le côté énigmatique de la vie, je dirais, qui me paraît le plus important dans un récit. Parce que c'est vrai que
les explications psychologiques sont toujours mensongères ou faciles ou donnent des réponses qui paraissent satisfaisantes mais qui en réalité masquent la vérité de la vie. Et donc, pour moi, justement, c'est ça l'intérêt d'un roman, c'est de montrer le côté énigmatique de chacun et en laissant les possibles se révéler sans trancher. Parce que, au fond, on ne tranche jamais, même soi-même, sur soi-même, avec certitude, ou si on le fait, on a de fortes chances d'être à côté de la plaque. Donc je préfère laisser cette ouverture-là au, au personnage et au lecteur. Et c'est vrai que bon, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, lors d'une rencontre en librairie, un psychiatre ou, qui avait lu ce passage et qui a été, m'a-t-il dit, très intéressé par le moment où Blaise, justement, reconstitue, se met à inventer une histoire, mais à partir de détails tout à fait vrais qu'il a repérés dans ce que lui raconte Iris. Et donc, il se construit une espèce de délire paranoïaque. Et donc, il m'a dit, bah, je dirais, c'est exactement ça, c'est tout le délire paranoïaque qui est parfaitement montré à ce moment-là. Soit c'est vrai, soit c'est faux, on n'en sait rien et on s'en fiche finalement. Euh, si c'est vrai, bah, c'est plus un délire paranoïaque et donc bon, on pourrait l'accepter. Mais si tout est reconstruit, fabriqué à partir de justement de détails et tout à tous exacts, bah, on est en plein dans le délire du personnage et il y arrive à un certain moment, c'est vrai, c'est leur début de fin. Ça veut dire, j'en conclus donc, que vous n'avez pas fait des recherches particulières sur le côté médical. Non, Euh, pas du tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai improvisé dans la situation, à partir d'ailleurs en reprenant ce que j'avais écrit précédemment, c'est-à-dire dans le récit, que quand j'ai pensé à ce délire qui se mettait en place et qu'il y avait quelques indications immédiates que j'ai réutilisées, mais je me suis dit peut-être que dans ce que j'ai déjà écrit, il y a d'autres indications qui peuvent réutiliser. Et de fait, c'était l'ensemble. Et j'ai moi-même peut-être construit mon propre délire paranoïaque à ce moment-là, et en le prêtant au personnage de Blaise. Où tout tenait debout, c'est-à-dire que l'histoire qu'il essaie de construire avec un nommé N.A., donc qu'il imagine étant à la fois l'amant et celui qui a donné la mission à Iris, etc. Enfin, il essaie de tout fabriquer, mais tout ça part de petits détails tout à fait véridiques pour lui. Est-ce que finalement ces deux personnages ne seraient pas les personnes les plus lucides sur la société? Est-ce que vous vous êtes posé cette question de la lucidité, l'acuité sur la société? On a l'impression que le fou devient le plus lucide Oui, des hommes. alors c'est curieusement parce que votre question correspond exactement au deuxième passage que je voulais lire, puisque vous m'avez demandé d'en faire deux. C'était le deuxième passage était exactement cette idée-là alors c'est peut-être le moment de le lire, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Allez-y. Et donc c'est le moment où justement ils sont accusés par leurs frères et sœurs qui sont venus un petit peu dans leur baraque et qui les forcent à essayer de dire les choses plus clairement et il faut mettre un peu à plat tout et comme ils n'arrivent plus à obtenir de réponse, ils finissent par dire oui mais on- en fait, vous êtes fou, c'est ça. Vous êtes dans cette folie à deux qu'a défini la sœur d'Iris. Euh, et donc, il les accuse de folie. Et eux, bah, quand ils entendent ça, euh, ça les dérange quand même, parce qu'ils ne se sentent pas du tout de cette manière-là. Iris et Blaise encaissaient et ne pouvaient pas rester sans réagir. Ils n'avaient qu'une envie, les faire taire, tous. Leur voix montait, se croisait sur un rythme monotone, à peine audible.
Ils étaient touchés par cette folie qu'on leur balançait à la figure, plus que par tout le reste. Mais pas touchés comme Clément le croyait. Ils n'étaient pas blessés, du moment que c'était à deux. Oui, ils vivaient à contretemps, en parallèle, et alors, se mettre hors de la horde, rien d'autre ne les avait plus et mieux rapprochés. C'était de la folie, ça? Les saints d'esprit, il n'en restait pas des masses. Le monde en plein dérangement, ça sautait aux yeux, oui. Les attaques religieuses, guerrières, pour des bouts de territoire, des bouts d'idéologie, des bouts de croyances, les délires complotistes, le paranormal à tous les étages, les pandémies passées et futures, les grêles en pays secs, les canicules sur les glaciers, les tornades en pays tempérés. Oui, oui, la dinguerie partout. Et on se creusait les méninges pour un tout petit cas de folie à deux. Folie à 2 milliards, oui. Apprenez à compter. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on était en train de dire sur le fait qu'il renvoie évidemment la folie des autres. Et donc, alors c'est vrai que la réponse qu'un psychiatre peut leur faire, c'est que les fous sont peut-être aussi ceux qui considèrent qu'ils sont les seuls à ne pas l'être face à tous les autres. Donc c'est un petit peu le sens de leur argumentation, mais enfin, elle se tient tout de même aussi. Et je me suis posé la question tout au long du roman si c'était pas une transposition de ce que vous aviez envie de vivre finalement, François. Est-ce que c'est ce road trip, cette histoire assez dingue, est-ce que c'est un désir caché pour vous? Peut-être parce que euh, bon, je me dis parfois que j'ai eu une vie plutôt bien rangée, bien ordonnée, peut-être pas toujours, mais enfin en grande partie, et qui finit par suivre une voie qui a sa logique, qui s'impose, etc. Bon. Et puis, je m'aperçois que dans tous les romans que j'ai écrits, et encore des lecteurs me l'ont fait remarquer il n'y a pas longtemps, c'est que tous mes personnages, même dans les autres livres, sont des personnages qui vont toujours, à partir de rien, au bout de quelque chose et au bout d'une situation qui les met souvent hors des autres. Et effectivement, alors peut-être que moi, ma seule manière d'être euh, sorti de l'axe que j'ai suivi, ça peut-être été d'écrire des livres et de les écrire de cette manière-là. Donc, peut-être que le rêve de sortir du moule, peut-être, je ne l'ai pas réalisé dans la vie, mais je l'ai peut-être réalisé dans les livres. C'est peut-être tout simplement ça. Très bien, merci pour cette réponse extrêmement sincère. J'y ai vu aussi un roman quasi générationnel finalement, parce que j'ai l'impression que le livre s'adresse aussi à cette génération qui a du mal parfois à avancer, qui bute sur la société en elle-même, qui a du mal à trouver sa place dans le monde contemporain. Est-ce que j'y ai vu quelque chose de subliminal? Est-ce que j'y ai vu quelque chose d'absolument à côté de la plaque ou pas? Je ne sais pas, mais Non, oui, alors c'est vrai que je n'ai jamais pris en compte justement le côté générationnel. Je me suis toujours senti à côté de ma propre génération, c'est-à-dire que quand j'avais une trentaine d'années, il y avait toujours des articles sur les livres de trentenaires. Alors il y a eu les livres de trentenaires, et puis donc et puis quand je suis arrivé à 40 ans, il y avait les livres de trentenaires, et quand j'avais 50 ans, il y avait les livres de trentenaires. Toujours, et c'était toujours générationnel. Je me suis dit, mais moi, j'ai jamais été d'aucune génération. Et donc, et d'ailleurs, ce qui est un petit détail que j'ai mis dans le livre, ou que je n'ai pas mis justement, c'est que je n'ai jamais évoqué leur âge. C'est-à-dire que précisément, ce sont des gens dont on n'est pas sûr qu'ils soient si jeunes, d'ailleurs, ni si vieux. Alors, ils ont des parents plutôt septuagénaires ou sexagénaires, donc ce qui peut les situer à peu près. Mais en réalité, à aucun moment, je ne les ai marqués à un âge précis et je me suis dit, c'était important aussi parce que chaque lecteur pouvait projeter son propre âge s'il le souhaitait dans ces personnages. Et
enfin, peut-être qu'il y a des limites dans le temps possible, évidemment. Eux ne sont pas des quinquagénaires ou des sexagénaires, mais ils sont entre la vingtaine et la quarantaine presque. Donc, ça correspond quasiment à une génération ouverte. Et donc, c'est pas complètement générationnel au sens d'une génération, parce qu'en réalité, ça couvre peut-être plusieurs générations possibles, à mon goût au moins. Et dans la mesure où je m'y reconnais moi-même dans ces personnages, alors que je ne suis vraiment pas de leur génération potentielle, bah, c'est cette ouverture-là que je me suis donnée aussi, que j'essaie de donner au lecteur. Et justement, ces deux personnages, ils sont tellement forts alors qu'ils ne dialoguent pas entre eux. Est-ce qu'ils vous accompagnent depuis la fin d'écriture du livre? Est-ce que vous avez encore ces voix qui sont un petit peu dans vos têtes, ce langage? Est-ce qu'il y a encore des séquelles de ce roman? Est-ce qu'il a été éprouvant aussi, peut-être Oui, 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 c'est vrai que il est là et parce que justement, comme je suis au moment de travailler à à un prochain ou deux prochains livres, euh, je suis amené à essayer de me défaire de ces voix parce que je me dis, tiens, ce que j'ai, quand je prends des notes sur le prochain livre et puis je vois que parfois je reproduis un petit peu de la même rythmique, je m'arrête et je me dis, attention, il va falloir que je me débarrasse peut-être d'Iris et Blaise qui sont là peut-être un peu trop pesants sur moi après ce temps. Et donc, il va falloir que je m'en affranchisse à mon tour. est-ce qu'on peut savoir si vous travaillez sur quelque chose en effet? Est-ce qu'il y a déjà des pistes particulières? Est-ce que ça va être encore une fois totalement différent? J'ai bien Ben, ça va compris. être encore différent, mais peut-être qu'il va y avoir aussi de formes de, de délire pas mal, parce que bon, j'ai l'intention de partir euh, avec un personnage d'une médium, une médium, mais là encore fondé sur des images parfaitement réelles et réalistes et des expériences euh, singulières et, et donc une médium à des scientifiques de haut vol et qui peut prendre le pouvoir sur eux, voilà quelque chose qui m'intéresse. Intéressant, très intéressant. Tout à l'heure, on parlait de se mettre dans la peau des personnages. Justement, c'est une question que je pose à chaque auteur ou autrice qui vient dans cette émission. Si vous deviez justement vous mettre dans la peau d'un personnage de fiction, qui serait-il? Et justement, auriez-vous changé sa destinée? La destinée, c'est quelque chose d'assez important dans cet étrange dérangement, finalement. Oui, oui, On a oui. l'impression que ces deux êtres vont se retrouver, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, à certains endroits. On a l'impression qu'il y a une sorte d'aimant entre eux et qu'ils Hmm. ne pourront plus en bouger. Qui avez-vous choisi, François Valéjo? Alors, j'ai pensé à Bartleby de Melville et avec évidemment tout de suite cette idée que euh, Bartleby, on peut rien y changer parce que ni au texte lui-même de Melville, ni au personnage, parce que comme il tient quasiment sur une seule phrase, qui est je préférerais pas, cette image de refus, on peut pas le changer, parce que si on le changeait, ce serait dire je préférerais, j'accepterais, je serais partant. Or, il est là dans ce je préférerais pas, euh, qui va jusqu'au bout et qui le mène jusqu'à la mort en prison. Alors, je crois que, euh, voilà, bon, je ne sais pas si ce serait très souhaitable de partager son sort. Et peut-être que dans ce cas-là, je serais plus apte à partager la place du narrateur de Bartleby, qui est l'homme de loi qui l'embauche et qui essaie de le faire changer, justement, qui essaie de, de l'amener à la raison, qui essaie d'obtenir de lui ce qu'il veut et qui finit par être impressionné par celui qui lui refuse tout et qui finit par accepter tout de lui. Alors peut-être qu'effectivement, là, il y aurait des possibilités de changer d'attitude, mais il me semble que
texte de Melville a une sorte de perfection millimétrée dans son avancée qui fait on ne peut pas y toucher, on ne peut pas en changer quoi que ce soit. Très bien. Et ma dernière question, c'est celle d'un auteur méconnu que vous aimeriez mettre en avant ou remettre au goût du jour. Qui avez-vous Alors, choisi, François? il y a un auteur que j'ai beaucoup aimé depuis longtemps. J'avais travaillé quand j'étais étudiant sur Claudel, Paul Claudel, et qui est toujours évidemment un personnage connu et reconnu, même s'il est beaucoup moins lu parce qu'on lui reproche son côté vieux catho réac, etc. Et donc, il n'y a pas ça, mais c'est une langue que j'ai toujours aimée, et en particulier, il y a un moment où j'avais envisagé de faire un travail sur les commentaires bibliques qu'il avait fait. Bon, j'ai abandonné cette idée depuis longtemps, mais ça m'est resté. Il m'arrive de reprendre ces textes de commentaires bibliques, et en particulier un qui s'appelle le livre de Tobie, dans lequel je trouve formidable, c'est qu'il ne fait pas du commentaire, tout simplement, mais il en fait une sorte de narration. C'est-à-dire qu'il n'a jamais écrit de roman, Claudel, et pourtant, ces commentaires bibliques sont pleins de, de romans à la fois il reprend les histoires de la Bible et qu'il raconte, mais il y glisse son propre regard, son propre point de vue, il raconte sa vie en même temps, et il se met dans la posture des personnages, il devient Toby, auquel il met une situation avec sa propre mère, etc. Donc, et puis il le lance dans l'aventure qui est celle de la Bible normalement, mais qui devient une aventure entre Claudel et Toby, et puis une sorte de récit qui s'invente en chemin, et puis il finit par dire oh là là, non, je ne peux pas faire ça, j'arrête le récit, je ne suis pas là pour faire un roman, comme ça. Et donc, pour moi, ça c'est extrêmement singulier, extrêmement original de la part de Claudel, et puis toujours avec cette langue charnue, charnelle que j'aime beaucoup, et qui sans doute a laissé des traces en moi à travers le temps, et que j'ai envie de peut-être d'atteindre aussi. Donc, voilà, ce seraient les commentaires bibliques de Claudel qui méritent d'être défendus. Très bien. Et alors, j'avais une dernière question finalement parce que je me suis rendu compte que vous êtes un des rares auteurs à être resté dans la même maison d'édition depuis le début. Euh, Oui, c'est quand même extrêmement rare et je trouve que cette fidélité-là est à louer parce que on a souvent tendance à voir des auteurs partir ici ou là. Justement, c'est qu'est-ce qui vous rapproche tant des éditions Viviane Ami? Cette confiance, cet accompagnement tout au long finalement oui. de ces romans-là? Oui, ça avait commencé avec la fondatrice, donc Viviane Ami elle-même, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Donc on avait des échanges constants et importants. Et donc c'était un personnage à part entière, aussi, extravagant aussi, comme sans doute j'apprécie les personnages. Et puis bon, elle s'est retirée à présent, et Lise Chasteloup a pris sa suite et sa succession, et ben, je me suis entendu avec elle aussi, je crois, aussi bien, et nous avons aussi des échanges, et nous avons tout un travail qui se fait autour des manuscrits, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait d'échanger autour d'un texte lui-même, de le mener jusqu'au bout. Voilà. Il est impossible dans tous les cas de ne pas s'entendre avec Lise Chasteloup. Ça me paraît impossible. C'est Et on vrai. l'embrasse d'ailleurs. Eh bien, il est temps de vous remercier, François. Je vous rappelle cet étrange dérangement aux éditions Viviane Ami, qui est sorti il y a une quinzaine de jours, et on vous le conseille fortement. Merci infiniment pour votre temps, François. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.